Bonjour à tous. Les 7 habitudes des gens efficaces par Stephen Covey. Habitude 1. Proactivité. Je rencontrais 2 de mes anciens collègues d'un programme de stage auquel j'ai participé il y a plusieurs années. Nous étions 3 étudiants qui travaillaient dans le même département et qui sont ensuite devenus des employés réguliers. J'ai quitté l'entreprise après quelques mois, mais eux sont restés. Comme nous ne nous étions pas revus depuis plusieurs années, nous avons commencé à parler du bon vieux temps, de la famille, de ce que nous faisons maintenant, etc. J'ai appris qu'1 an plus tard, après mon départ de l'entreprise, l'un d'entre eux était également parti. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il a expliqué qu'il travaillait dur, mais que la direction ne l'appréciait pas, qu'il voulait un salaire plus élevé, mais que l'entreprise lui répondait toujours qu'il n'avait pas de budget. Il a donc amélioré ses compétences et est parti dans une entreprise encore meilleure. Il a dit que c'était une bonne chose qu'il n'ait pas augmenté son salaire, sinon il serait resté là et n'aurait pas obtenu l'excellent poste et le salaire qu'il a maintenant. Lorsqu'il a eu fini de parler, le deuxième gars a également commencé à dire des choses négatives sur l'entreprise et a dit des choses similaires sur la gestion et les salaires. Cependant, comparé au premier, il travaillait toujours dans la même entreprise. Il a dit que la direction n'avait pas beaucoup changé, qu'elle n'appréciait toujours pas les employés et qu'elle n'était pas disposée à augmenter les salaires, ce qui explique que son salaire et sa position n'aient pas beaucoup changé. Il a blâmé la culture de l'entreprise, la direction, le mauvais environnement de travail, etc. Si vous avez remarqué, ces 2 personnes ont donné les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle dans la vie. L'un est passé à une autre entreprise et a obtenu un meilleur salaire à cause de la mauvaise gestion et des bas salaires, et l'autre utilise les mêmes raisons pour ne pas obtenir un meilleur salaire et une promotion. L'auteur dit qu'il y a 2 types de personnes dans la vie, les personnes réactives et proactives. Les personnes réactives sont comme le deuxième collègue qui est resté dans la même entreprise. Ces types de personnes se concentrent toujours sur des choses qu'elles ne peuvent pas changer ou contrôler. Elles se plaignent toujours de l'économie, de l'inflation, du management, de la mauvaise culture d'entreprise, des bas salaires, etc. Elles utilisent ces raisons pour justifier leur échec. En revanche, les personnes proactives ne dépensent pas leur énergie limitée sur les choses qu'elles ne peuvent pas changer. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas changer l'entreprise, mais qu'elles peuvent acquérir de nouvelles compétences et changer d'entreprise. Elles se concentrent toujours sur les choses qu'elles peuvent changer. La première habitude des personnes qui réussissent est donc d'être proactif. Habitude 2. Commencez en ayant une fin en tête. Imaginez que vous assistez à des funérailles. Lorsque vous arrivez sur place, vous voyez les visages tristes des amis et des parents et vous les accompagnez dans leur douleur. Cependant, lorsque vous vous approchez du cercueil, vous réalisez que la personne qui se trouve à l'intérieur, c'est vous. En fait, il s'agit de vos propres funérailles qui auront lieu dans 3 ans. Vous commencez alors à écouter ce que vos amis, vos collègues de travail et votre famille disent de vous. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous ? Réfléchissez à ce que vous voulez que votre vie soit pendant les 3 dernières années de votre vie. Quel genre d'amis aimeriez-vous être ? Quel genre de patron ? Quel genre de mari ou de femme, de père ou de mère espérez-vous être ? Quelle réalisation voulez-vous que les gens se souviennent de vous ? Comment aimeriez-vous influencer la vie des gens qui vous entourent ? Cette deuxième habitude consiste à commencer par avoir une idée claire de votre destination, de votre but ou de votre objectif. Cette habitude implique de réfléchir à la compatibilité de chacun de vos actes quotidiens avec le but que vous voulez atteindre. Lorsque vous avez l'objectif final en tête, il devient plus facile de dire non aux choses qui ne vous rapprochent pas de votre objectif final. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'y parviennent pas et nos actions quotidiennes ne correspondent pas à nos objectifs finaux. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre une nouvelle compétence après le travail afin d'obtenir une promotion, pourquoi sortez-vous tous les jours boire une bière avec votre ami au lieu de vous former ? Si votre objectif est de devenir un meilleur parent, pourquoi regardez-vous la télévision alors que votre enfant vous pose des questions et essaie de jouer avec vous ? Si votre objectif est de créer une entreprise afin de pouvoir quitter votre emploi un jour, pourquoi passez-vous votre temps libre à regarder la télévision ? Si vous regardez vos objectifs et les comparez à vos actions quotidiennes, vous serez étonné de voir combien de choses vous faites qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Vous serez étonné de voir combien de temps vous passez avec des gens
qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Si vous ne me croyez pas, prenez une feuille de papier et écrivez à gauche vos objectifs et à droite toutes les choses que vous faites dans la journée, comme les personnes que vous rencontrez, les projets sur lesquels vous travaillez, les chaînes YouTube que vous regardez, etc. Si vous faites cela pendant une semaine, vous verrez facilement que la plupart de vos actions quotidiennes n'ont rien à voir avec vos objectifs, mais que vous continuez quand même à les faire. Habitude 3. Établir des priorités. Les priorités de nombreuses personnes sont la famille, la création d'une entreprise, l'éducation de leurs enfants, mais aucune de leurs actions ne va dans ce sens. Par exemple, vous ne pouvez pas passer du temps de qualité avec votre famille si vous avez une journée de travail épuisante et que vous utilisez votre temps libre pour regarder des saisons entières de vos séries Netflix préférées. Comme outil pour établir des priorités, l'auteur présente dans le livre la matrice de gestion du temps. Cette matrice peut vous aider à séparer l'important de l'urgent. Dans le cadran 1, l'urgent et l'important sont des questions qui ont une échéance, des choses qui nécessitent une action immédiate. Par exemple, si vous devez livrer une commande demandée par votre client avec une date limite, vous inscrivez cette tâche dans le cadran 1. Dans le cadran 2, ce n'est pas urgent mais important. Ce sont les questions liées à votre développement personnel et professionnel, la réalisation de vos macro-objectifs, les activités qui vous aideront à exécuter votre plan de vie. Par exemple, si vous devez suivre un cours de graphisme ce jour-là, faire 30 minutes d'exercice ou continuer à lire un livre de finance, inscrivez ces activités dans le cadran 2. Dans le cadran 3, ce qui est urgent mais pas important, ce sont toutes les interruptions fréquentes de chaque journée. Par exemple, les appels téléphoniques, les messages sur WhatsApp ou Messenger et les réunions sociales sans importance. Enfin, dans le cadran 4 se trouvent les questions de peu d'importance ou d'urgence, comme les loisirs et les divertissements. Ainsi, la première chose que vous faites est de livrer la commande à votre client, puis d'assister à votre cours de graphisme ou de continuer à lire ce livre de finances personnelles, de répondre à des messages ou des emails importants et enfin, après vous être reposé, vous pouvez regarder un film par exemple. De nombreuses personnes restent bloquées dans le cadran 3 en pensant qu'il s'agit du cadran 1 et d'autres perdent un temps précieux de leur vie à jouer sur leur smartphone. Mais les personnes très efficaces se concentrent sur le cadran 2, celui qui n'est pas urgent mais important. Habitude 4. Gagnant-gagnant. L'auteur raconte qu'il a eu l'expérience de travailler pour le président d'une entreprise qui avait un problème très courant. Les employés ne coopéraient pas entre eux, ne travaillaient pas en équipe, avaient des relations conflictuelles et des attitudes défensives. En conséquence, les performances de l'équipe étaient médiocres. Le président a demandé de l'aide à l'auteur qui leur a demandé en retour « Y a-t-il une sorte de récompense pour ne pas coopérer ?» Le président a répondu « Il n'y a pas de récompense pour ne pas coopérer et la récompense pour coopérer est grande. » Le président essayait de motiver les employés en leur offrant un voyage aux Bermudes. « Lequel d'entre vous gagnera un voyage aux Bermudes ?» a-t-il dit. Les intentions du président d'encourager la coopération n'étaient d'aucune utilité quand ce qu'il faisait en réalité était d'inciter les employés à être en compétition les uns avec les autres. Leur attitude n'était donc qu'une conséquence logique du paradigme défectueux que le président utilisait pour motiver, dans lequel le résultat serait que certains gagneraient et d'autres perdraient. Le gagnant-gagnant consiste à créer des accords qui visent un bénéfice mutuel. Il s'agit d'un paradigme de coopération et non de compétition. Lorsqu'une personne pense à gagnant-gagnant, elle sait que le succès n'est pas obtenu aux dépens d'autres personnes. En d'autres termes, pour que je gagne, il ne faut pas que tu perdes. Par exemple, disons que vous avez aussi une chaîne YouTube où vous résumez des livres. Je vérifie votre chaîne et vois que vous avez un bon contenu, alors je recommande votre chaîne à mes abonnés. Soudain, vous obtenez des milliers de nouveaux abonnés et décidez de consulter ma chaîne. Vous voyez également que j'ai un bon contenu et décidez de recommander ma chaîne à vos abonnés. En conséquence, je reçois également des milliers de nouveaux abonnés. Nous sommes tous deux gagnants. Nous obtenons de nouveaux abonnés et notre public découvre de nouvelles vidéos. Vous voyez la différence avec le fait de venir sur votre chaîne, que je laisse des commentaires négatifs et que j'espère que quelqu'un les lira et décidera de visiter ma chaîne? Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Imaginez que vous ayez des problèmes de vue et que vous alliez chez l'ophtalmologue. Vous parlez de votre problème au médecin
et il vous donne simplement des lunettes et vous demande de les porter. Mais en les utilisant, vous vous rendez compte qu'elles ne vous conviennent pas et vous en parlez au médecin, mais il insiste. Bien sûr qu'elles fonctionnent. Elles fonctionnent pour moi. Essayez davantage. Cependant, malgré vos efforts, vous voyez toujours flou. Alors vous insistez et le médecin se contente de dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Vous devez penser positivement. De cette façon, le problème n'est pas résolu. Retourneriez-vous chez cet ophtalmologue ? Personnellement, je ne retournerai pas chez un médecin qui ne pose pas de diagnostic avant de prescrire. C'est également le cas lors de la communication entre personnes. Nous prescrivons généralement sans diagnostiquer pendant les conversations, sans écouter attentivement. Pour interagir efficacement avec les autres, nous devons comprendre. Et pour comprendre, une écoute empathique est nécessaire. De nombreux malentendus surviennent en parlant au téléphone ou en envoyant des SMS. Les experts en communication estiment que les mots ne représentent que 10% de tout ce que nous communiquons, que 30% correspondent au ton et aux autres sons, et que 60% de notre communication passe par le langage corporel. La prochaine fois que vous voudrez vraiment comprendre une autre personne, vous devrez l'écouter non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots prononcés, mais aussi d'observer les émotions exprimées. Lorsque vous écoutez avec empathie, le résultat sera une amélioration de vos interactions avec vos amis, votre patron ou vos collègues. Habitude 6. Synergie. Lorsque les oiseaux volent en groupe pour parcourir de longues distances, ils utilisent souvent une formation en V. Les scientifiques ont analysé les oiseaux en vol pour déterminer s'ils étaient en mesure d'atteindre leurs objectifs. Les scientifiques ont analysé les oiseaux en vol lorsqu'ils utilisent cette formation et ont découvert que la formation en V aide les oiseaux derrière à profiter de courants d'air créés par les oiseaux devant eux avec le mouvement de leurs ailes. Les scientifiques ont observé que même ces oiseaux synchronisent leurs mouvements et alternent leur position pendant le vol. Ce n'est qu'un exemple tiré de la nature qui montre comment la coopération nous permet d'obtenir des résultats de manière efficace. Les personnes qui réussissent sont très douées pour créer des synergies. Ils comprennent que le temps est limité et qu'ils ne peuvent pas être bons dans tous les domaines. Par exemple, si vous avez besoin d'une animation comme celle que vous voyez en ce moment, vous pouvez soit passer de nombreuses heures à apprendre à le faire vous-même, soit trouver un moyen de m'impliquer dans votre projet et je créerai des animations pour vous. Si vous pouvez le faire de manière à ce que nous en tirions tous deux profit, ce sera un excellent exemple de synergie. Un autre exemple concret de synergie est la relation entre Steve Jobs et Steve Wozniak. Wozniak était un grand ingénieur et Steve Jobs était un grand vendeur. La synergie de ces deux personnes a conduit à la création d'Apple. S'ils avaient travaillé individuellement, nous n'aurions peut-être pas Apple aujourd'hui. Nous sommes tous différents. Nous avons des capacités différentes et des façons différentes de percevoir la même réalité. Cela peut sembler être une faiblesse si nous l'analysons individuellement, mais lorsque nous le faisons collectivement, cela devient une force. Habitude 7. Affûter la scie. Un jour, un homme coupait un arbre et son voisin s'est approché et lui a dit que sa scie avait l'air assez émoussée et que s'il l'aiguisait, il pourrait couper l'arbre beaucoup plus rapidement. L'homme répondit « Je n'ai pas le temps pour ça ». Vous vous moquez peut-être de cet homme qui ne prend pas le temps d'affûter sa scie, mais la vérité est que la plupart d'entre nous sont exactement comme lui. Nous voulons être en bonne santé, mais nous ne consacrons pas 30 minutes par jour à l'exercice physique. Nous voulons être intelligents, mais nous ne consacrons pas 20 minutes à la lecture. Nous voulons une famille formidable, mais nous ne passons pas de temps de qualité avec nos enfants et notre conjoint. Nous voulons être concentrés et détendus, mais nous ne prenons pas 10 minutes par jour pour méditer. Nous voulons être excités par notre travail le lundi, mais nous ne nous reposons pas suffisamment pendant le week-end. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à affûter ma scie. Je travaillais toute la semaine plus les week-ends. Je pensais que je me débrouillais bien et que j'étais productive, puisque je travaillais tous les jours. Mais en réalité, je me sentais toujours fatiguée. Je faisais davantage d'erreurs et pire encore, je tombais très souvent malade. Je pensais qu'en travaillant le week-end, je gagnais 2 jours supplémentaires. Mais la vérité est que je tombais malade si souvent que je passais beaucoup plus de jours au lit ou que j'étais si fatiguée que je ne pouvais rien produire de valable.
Ces 2 jours que je gagnais grâce au week-end étaient rapidement effacés par des jours de maladie ou des jours improductifs. J'ai appris à mes dépens que les jours de repos sont aussi importants que les jours de travail normaux. Si vous planifiez vos journées de travail, vous devez également planifier vos journées de repos, à l'avance. Nous sommes tous pressés et nous voulons tous faire beaucoup de choses. C'est pourquoi nous poussons notre corps à ses limites et nous oublions d'affûter la scie. Notre corps a ses limites et lorsque vous les atteignez, il vous dit « Tu sais quoi, je ne joue plus à ce jeu, va te faire voir ». J'avais un ami qui travaillait dur pour une entreprise dans un bureau, assis devant un ordinateur. Son patron le complimentait toujours car mon ami était l'un des travailleurs les plus productifs de l'entreprise. Au fil du temps, mon ami a pris du poids et sa santé s'est détériorée. Son absentéisme a augmenté et sa productivité a diminué. Son patron lui a recommandé de commencer une routine quotidienne d'exercice physique, mais il a répondu « Je n'ai pas le temps de faire de l'exercice ». Cela a continué jusqu'à ce que mon ami perde son emploi et perde sa santé. Cet exemple montre comment le fait de se concentrer sur ce qui est urgent nous empêche de nous occuper de ce qui est vraiment important. Affûter la scie signifie gérer les ressources dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Et les principales ressources dont vous disposez sont votre corps et votre esprit. En répartissant correctement votre temps tout au long de la journée pour vous occuper non seulement de ce qui est urgent, mais aussi de ce qui est important, vous pourrez mener une vie beaucoup plus équilibrée. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!